Salut tout le monde. Alors cette vidéo, je la fais, si vous voulez, pour qu'on puisse discuter de ce concept de famille qui me semble être une idée à double tranchant, une idée qui peut être problématique, parce qu'on assiste aujourd'hui à un dilemme auquel cette génération fait face, qui est le dilemme finalement, est-ce que je dois faire ma vie de mon côté ou bien est-ce que je dois soutenir mes parents? Alors, effectivement, c'est un dilemme que rencontrent les personnes qui sont dans une situation plus ou moins précaire. Et quand je dis précaire, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas de source de revenus ou qu'ils sont au-dessous du seuil de la pauvreté, non. Précaire dans le sens où les revenus qu'ils reçoivent ne sont en général soit pas suffisants pour prendre en charge plusieurs personnes en même temps, ou alors il y a aussi une autre forme de revenu qui est le temps. Je peux par exemple toucher un revenu relativement confortable, mais je n'ai pas de temps à consacrer à ma famille. Et en général, encore une fois, quand on parle à presque tout le monde, les parents sont mis sur un piédestal, ils sont considérés comme étant sacrés, intouchables. Il faut faire très attention à une chose, c'est que le monde est fondé sur une relation de pouvoir. Et si vous refusez de jouer le jeu du pouvoir, vous vous exposez finalement à la domination de ceux qui jouent le jeu du pouvoir. Donc, si vous voulez, on est obligés tous de jouer le jeu du pouvoir d'une manière plus ou moins directe, ne serait-ce que pour pouvoir se protéger du pouvoir des autres. D'accord? Et le monde, comme je viens de vous l'expliquer, est fondé sur une relation de pouvoir. Et dans le pouvoir, ça c'est pour ceux, une petite référence au livre de Sun Tzu, là, comment il s'appelle Alors Sun Tzu, c'était l'art de la guerre, c'est ça? En général, si on veut vaincre un ennemi, il faut toujours commencer par identifier ses points faibles. Et ces points faibles sont en général incarnés par ses points d'attache, par ses points de dépendance à son environnement. Une fois que je identifie les points de dépendance de mon adversaire à son environnement, par mon accaparation, par ma mainmise sur ces points de dépendance, je peux au final faire de mon adversaire ce que je veux. Et ces points de dépendance sont, dans l'époque dans laquelle on vit, et sur le sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, en général, c'est ce qu'on considère comme étant sacré. Il y a une ambivalence dans cette notion de sacralité. Alors évidemment, nous avons tous quelque chose de sacré. Mais lorsque cette chose que l'on considère comme sacrée est matérielle, elle est matérialisée dans le monde. Quand je parle de matériel, c'est pas forcément dans le sens bien matériel ou physique, etc. C'est simplement qu'elle est matérialisée dans le monde. Elle est constituée d'une matière dans le monde. Donc ça peut très bien être des individus. Lorsque cette chose est matérielle et qu'elle est donc facilement accessible à l'adversité, à l'adversaire, alors on devient exposé. Et parmi ces choses-là, il y a tout simplement la famille, les parents. Les parents que tout le monde considère comme sacrés, les parents qui commencent à atteindre un certain âge, qui commencent à vieillir, et en tant que personnes du troisième âge, qui commencent à voir leurs besoins se multiplier. Pour la plupart d'entre eux, même s'ils n'ont pas besoin d'un soutien financier, ils ont besoin d'un soutien affectif qui va s'incarner dans une présence. Tout ça, ce sont des choses qui risquent de ralentir la personne. Et il faut en général une personne qui a quand même une certaine conscience de la réalité doit tenir comme sacré des choses qui sont justement immatérielles, qui sont de l'ordre de sa personne en elle-même, des idées, des objectifs. Encore les objectifs, si ce sont des objectifs matériels qui sont facilement identifiables par l'autre, ils peuvent être utilisés contre vous, mais plus les éléments que vous considérez comme sacrés sont de l'ordre de l'introspectif, plus ils sont hors de portée d'un éventuel adversaire qui veut vous soumettre. Et pourquoi est-ce que les parents sont un problème? Il faut vraiment discuter de cette notion de famille. Déjà, moi je considère qu'il n'y a pas de famille. Et il n'y a pas de famille pour une raison très simple. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de famille, il faut retourner à la définition de ce que c'est censé être une famille. Une famille, c'est juste un mot qu'on va venir accoler en fait à un groupe. Une famille, c'est un groupe. Les parents, les enfants, les oncles, les tantes, c'est un groupe. C'est un groupe humain. Donc en ce sens, déjà, il y a un premier point qu'on peut relever, c'est que on peut choisir de considérer un groupe comme étant notre famille,
sur d'autres critères que les critères génétiques. On a décidé que la famille est fondée sur les critères génétiques, mais ce n'est pas une loi absolue. C'est pas parce qu'il y a un consensus autour du fait que la famille est définie sur le critère génétique qu'on est obligé de s'y soumettre. Donc ça, c'est un premier point. Et donc on peut choisir une famille qui n'a rien de génétique. Je veux dire, je peux choisir... parce qu'il faut juste qu'il y ait un consensus. Si je te considère comme étant un membre de ma famille, il faut que toi aussi en retour, tu me considères comme étant un membre de ta famille. Et voilà, on a formé une nouvelle famille. Tout comme on peut former une nouvelle équipe de foot. Ou on peut former un club de pétanque. Donc il n'y a rien de sacré déjà dans cette notion de famille. C'est juste un affect qui a été conditionné comme ça sur le critère génétique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de famille? Parce qu'en tant que groupe qui évolue dans un environnement, quelle est la valeur ajoutée de ce groupe? La véritable valeur ajoutée de ce groupe, c'est que le mode de fonctionnement interne du groupe doit être différent du mode de fonctionnement dans son interaction avec l'environnement. C'est très important. Pourquoi? Parce que justement, ce groupe est censé constituer une sorte de havre de paix, une sorte de refuge dans lequel on peut se sentir en sécurité. Une fois qu'on a fini d'interagir avec l'environnement, avec toutes ces dimensions agressives, cruelles, précaires, incertaines, etc., on va se retirer au sein de ce groupe qu'on appelle la famille pour essayer de trouver du repos ou bien pour essayer de trouver du soutien. Donc nécessairement, les règles qui sont censées régir les interactions au sein de ce groupe doivent différer des règles qui sont censées qui sont censées régir l'interaction avec l'environnement. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas de famille parce que tout simplement, les règles de l'environnement se retrouvent à l'intérieur du groupe qu'on appelle famille. En l'occurrence, ce sont les règles de l'argent. Les rapports familiaux aujourd'hui sont transactionnels à l'extrême. Alors, ils l'ont toujours été de tout temps, mais il y avait quand même une composante religieuse, spirituelle au sein des familles traditionnelles qui faisait que finalement, il y avait une sorte de solidarité inconditionnelle, désintéressée, indéfectible, qui permettait aux gens effectivement de se sentir soutenus, même si sur le moment, ils n'avaient rien à proposer à leur environnement immédiat. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend de vous que vous rendiez l'appareil. Vos parents, etc., à partir du moment où ils vous ont éduqué, ils vous ont nourri, etc., ils attendent de vous que vous leur rendiez la politesse. C'est donc une relation transactionnelle. Et même dans le cadre de la famille élargie, on va venir se mesurer, on va venir se jauger en fonction de qui a réussi le mieux dans la vie, qui a réussi à obtenir une place sociale qui se veut être le plus élevée possible pour pouvoir se mesurer. Donc il y a une idée de compétition que l'on retrouve au sein même de la famille. Et donc au final, il n'y a pas de différence notoire ou notable entre les interactions qui sont à l'intérieur d'une même famille et les interactions que l'on trouve avec l'environnement. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler de famille si c'est les mêmes règles à l'extérieur et à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on va parler de famille? Il n'y a pas de famille. La famille, c'est une idée, c'est une hallucination. Mais les arguments que j'aimerais vous présenter par rapport à cette idée de famille sont un petit peu plus subtils. Déjà, on considère qu'on doit quelque chose aux parents. C'est faux. Et pourquoi? Parce que, en partant du principe qu'on doit quelque chose aux parents, on part du principe que ils nous ont mis au monde pour nous rendre service. C'est pas vraiment le cas. En général, les gens se reproduisent pour se rendre service à eux-mêmes. Les gens se reproduisent pour pouvoir perpétuer leur matériel génétique, pour pouvoir perpétuer leur esprit, leur spiritualité. Donc les gens s'en battent, ils s'en ont rien à cirer en fait. Ça peut être truc-mouche ou tartempion qui sort du ventre de la mer, ce sera la même chose. Je veux dire, et ils n'ont pas sélectionné votre personne en particulier pour vous faire venir au monde. Ils vous ont fait venir au monde d'abord pour satisfaire leur agenda. Leur agenda qui consiste tout simplement à perpétuer leur matériel génétique, ou bien, comme je viens de le dire, pour leur rendre service, pour les aider quand ils vieillissent. Donc en aucune façon, les parents ne vous ont mis au monde pour vous rendre service. D'autant plus que, dans quel monde est-ce qu'ils vous ont fait arriver? Dans un monde qui est, je suis désolé, des aliénations en veux-tu en voilà, la confrontation à la mort, l'illusion ubiquitaire et omnipuissante, omniprésente, omnipotente et omnisciente. Il y a de l'illusion partout en fait dans le monde. Nous sommes dans un monde qui est fondamentalement une illusion. Si vous voulez les détails de ce que je suis en train de dire, vous pouvez lire le texte que j'ai écrit sur la vérité. Bon, c'est un texte qui est un petit peu philosophique, mais
Il est très facile de se rendre compte que nous vivons dans une illusion, tout simplement en pointant le phénomène d'accoutumance. Il y a le désir, il y a la recherche de l'objet du désir. Si on a de la chance, si on a de la chance, on obtient quoi? On obtient l'objet du désir dont on finit par profiter pendant un certain temps. Ensuite, on s'accoutume à cet objet du désir. Donc, ce plaisir, cette satisfaction est limitée dans le temps. Elle est périssable. Donc, c'est une illusion en réalité. Quel que soit ce que vous recherchez dans ce monde, une fois que vous l'obtenez au bout d'un certain temps, vous retournez à votre état initial. Donc, c'est typiquement une illusion. Des aliénations dans tous les sens, des précarités dans tous les sens, les aliénations, les besoins primaires typiquement, les besoins d'appartenance, les besoins de ceci, les besoins de cela, il suffit qu'un seul de ces besoins ne soit pas satisfait pour tomber dans une frustration, pour tomber dans un dommage à soi-même finalement. Et en plus, si on devait ajouter à ça l'obligation de fournir un effort, l'obligation de s'exposer à la précarité de la maladie, c'est-à-dire la cerise sur le gâteau, c'est que de toutes les façons, quel que soit comment l'individu va mener son existence, à la fin, la seule chose dont il peut être certain, c'est de finir 6 pieds sous terre dans une boîte en bois, qu'on appelle un cercueil, à tel point que finalement on se demande est-ce que vraiment c'est un service qu'on vous rend de vous mettre au monde? Ouais, alors je sais que je suis en train de prendre un ton un petit peu pessimiste. Je m'inspire un peu de Schopenhauer pour faire ce constat, mais c'est une réalité, on va pas se mentir. Et ensuite, on considère qu'on doit quelque chose à nos parents sur la base du fait qu'ils nous ont rendu service en nous mettant au monde, alors que je viens de vous donner 2-3 arguments. Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, mais je viens de vous donner quelques arguments qui vous montrent que c'est pas du tout le cas. Mais en plus, on est censé leur être redevable de nous avoir nourris, logés, blanchis, excusez-moi. Alors c'est très simple. Un parent qui vous nourrit, qui vous loge et qui vous blanchit, il n'a rien fait sauf ce qu'il devait faire. C'est une relation transactionnelle. Si je veux acheter une voiture, eh bien je sais qu'il va falloir que je paye pour changer les freins, il va falloir que je paye pour changer la courroie de distribution, il va falloir que je paye pour la visite technique, il va falloir que je paye l'assurance, il va falloir que je paye ceci, il va falloir que je paye cela. C'est pas un service que je rends à la voiture en réalité, c'est juste une transaction pour équilibrer les comptes. Donc un parent qui fait ce qu'il doit faire, il a fait ce qu'il a dû faire, point. En revanche, un parent qui s'abstient de faire ce qu'il est censé faire, là, oui, on peut l'accuser. Donc il n'y a pas cette idée que le parent, il faut le vénérer simplement parce qu'il vous a nourri, vous a logé, il vous a blanchi, il vous a payé une éducation. Je suis désolé. C'est lui qui a décidé de vous mettre au monde. Vous l'avez appelé par téléphone depuis l'au-delà pour lui dire écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre au monde? Non. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a été le décisionnaire de tout le processus du début jusqu'à la fin. Et en plus, il faut le remercier, il faut lui cirer les pompes pour avoir fait ce qu'il a fait. C'est complètement dégueulasse. Enfin, c'est peut-être pas dégueulasse, peut-être pas à ce point, mais on est vraiment dans une arnaque en bonne et due forme. Donc, nous avons ce double argument. Déjà, le premier, c'est que c'est pas vraiment un service de mettre quelqu'un au monde, premièrement. Alors, quand je parle du monde, je parle vraiment de ces lois fondamentales. Alors si en plus il fallait ajouter à ça le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la société formée par les humains, entre guillemets, si on peut appeler ça des humains, avec bref, toute la servitude, toute la merde, les guerres, etc., qu'est-ce qui reste, quoi? On est d'accord ou pas? Donc je suis désolé de vous apprendre ça, mesdames, messieurs, mais un parent, voilà, il doit rester à sa place comme tout le monde. Alors, je suis pas en train de vous dire de cracher sur vos parents. Faut faire attention à ça. Mais je suis en train de vous dire qu'un parent qui commence à devenir encombrant, à un moment donné, il faut faire un choix. Si ça vous intéresse d'avancer dans la vie. Hein. Parce que si ce qui vous intéresse, c'est de jouer les babysitters pour un senior, c'est votre problème. Mais le temps passe. Le temps le passe et la montre ne pardonne pas. Donc, si vous voulez, la sacralité des parents est fondée sur l'idée qu'ils ont
ils vous ont rendu service en vous mettant au monde. On a montré que ce n'était pas le cas. Et en plus, sur la deuxième idée, selon laquelle c'est de leur magnanimité et de leur générosité qu'ils ont bien voulu vous nourrir, vous loger et vous blanchir. Encore une fois, on a montré que c'était complètement con comme idée. D'abord parce que vous ne lui avez pas demandé de vous mettre au monde, et deuxièmement parce que c'est une relation transactionnelle, et la notion de transaction est une loi fondamentale du monde. La transaction, elle est ubiquitaire, elle est partout. Et la transaction est ce qui révèle justement la transcendance. Mais ça, on va en parler peut-être, en tout cas je vais en parler personnellement plutôt dans les textes, parce que là on va s'éloigner un peu du sujet, on va rentrer dans des considérations un petit peu plus philosophiques. Mais en aucun cas, le fait qu'on vous ait mis au monde et le fait qu'on vous ait entretenu jusqu'à votre 18e année ne sont des arguments à retenir pour mettre les parents sur un piédestal et aller jusqu'à sacrifier vos plus belles années de jeunesse pour pouvoir satisfaire un vieillard ou une vieille femme aigrie qui vont tout simplement venir projeter sur vous toute leur frustration de vieux et qui vont faire de vous un vieux avant l'heure. Alors oui, échange de bons procédés oblige. Si vous voulez des parents qui sont en situation de difficulté, faut pas les laisser tomber. Mais retenez bien que ces arguments que je suis en train de donner ne sont valables que lorsque vous avez affaire à des parents problématiques. C'est-à-dire des parents qui vont venir vous pomper toute votre énergie vitale, que vous êtes censé orienter vers d'autres choses, et qui vont l'accaparer, qui vont l'orienter vers eux. Quand vous êtes dans cette situation problématique, là, il faut effectivement trancher. C'est-à-dire que quand ils vous mettent devant un ultimatum, si jamais vos parents finissent par vous mettre devant un ultimatum et finissent par vous demander de choisir entre eux et vous, eh bien il est évident qu'il faut choisir vous. Il ne faut pas choisir eux. Eux, ils ont déjà vécu leur life. En plus, en 2025, la génération précédente, c'est quand même une génération qui a profité de l'après-guerre avec toutes les facilités. La planche à billets venait juste de démarrer. Les gens pouvaient trouver du travail facilement. Avec un seul salaire, on pouvait s'acheter sa maison sans crédit, etc. C'est des gens qui ont bien profité de leur vie. D'accord ? Et alors que vous, aujourd'hui, c'est-à-dire si vous devez comparer, par exemple, je sais pas, moi je donne un exemple au hasard, si aujourd'hui vous avez 25 ans, je peux vous garantir qu'à 25 ans, vos parents avaient une bien meilleure vie que vous. Bien meilleure. Mais alors là, incomparablement meilleure. D'accord ? Donc cette idée finalement qu'il faut cirer les pompes à ses parents, c'est-à-dire qu'on... Attention, encore une fois, j'insiste, c'est si on vous met devant un ultimatum. Un parent compréhensif, un parent intelligent, un parent conscient, lui-même fera ses raisonnements et lui-même fera en sorte de ne pas trop empiéter sur votre vie personnelle, d'accord ? Et de toutes les façons, parce que la nature sait récompenser les choses, vous-même, vous allez ressentir un vide au fond de vous, vous allez ressentir comme une sorte de culpabilité et spontanément, vous allez venir en aide à votre parent s'il en a besoin, à condition qu'il reste à sa place. Mais un parent qui va venir essayer d'exercer sur lui, sur vous, son hégémonie, sous prétexte que c'est votre parent, sous prétexte... Et d'ailleurs, la plupart des parents n'ont même pas rempli leur fonction élémentaire qui consiste tout simplement à vous former à la vie. Ils ont sous-traité ça à l'éducation nationale et à l'école qui vous a rempli le cerveau de bullshit. Et en plus, là, actuellement, vous croyez que vous avez suivi une instruction, mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes des salariés qui êtes obligés d'obéir à un patron tel des esclaves. Est-ce que vous croyez que... Posez-vous la question, vous avez 25, 26, 30 ans aujourd'hui, vous êtes un putain de salarié qui fait des migrations pendulaires pour aller travailler de 8h à 18h. Est-ce que vous croyez que c'est une vie ? C'est pourtant la vie à laquelle vous a formé l'éducation nationale à laquelle vos parents vous ont livré. D'accord ? Voilà la réalité. C'est ça, la réalité. On va essayer de parler rapidement de l'autre versant, qui est les enfants. Toujours la même idée. Vous faites des enfants avec cette idée, finalement, que vous allez perpétuer votre matériel génétique. C'est toujours cette idée, finalement, de vivre à travers ces enfants. Comme si les enfants allaient vous donner une deuxième vie. Vous allez crever, quoi qu'il en soit. Ça, ce sont des lectures darwinistes, en fait. L'idée qu'il faut perpétuer son matériel génétique, diffuser son matériel génétique. Aujourd'hui, le darwinisme est mis à mal. Le darwinisme n'est qu'une vision partielle
et partiale, pour reprendre les termes de Tariq Ramadan, de la réalité. Le but de la vie, c'est pas la perpétuation de l'espèce. La perpétuation de l'espèce est un aspect de la vie à condition qu'on la regarde sous une certaine perspective. Qu'est-ce que vous en avez à cirer de l'espèce quand vous êtes mort? Donc, qu'est-ce que vous en avez à cirer de l'espèce pendant que vous êtes encore en vie? Le plus important, c'est que vous surviviez et que vous soyez conforme et aligné avec vos valeurs internes, à condition que vous en ayez. Parce qu'avoir des valeurs, c'est pas donné à n'importe qui, je peux vous le garantir. Les gens croient qu'ils ont des valeurs. Non, ils ont pas. C'est quoi tes valeurs? Mes valeurs, c'est le bonheur, c'est l'honnêteté, c'est la gentillesse. C'est ça des valeurs. N'importe quoi. C'est des gens qui répètent comme des perroquets ce qu'on leur a appris à la télé, ce qu'on leur a appris à l'école, des conneries comme ça. Pour avoir des valeurs, pour savoir quelles sont vos valeurs, il faut rentrer dans un processus introspectif extrêmement long, fastidieux, profond, et qui coûte en énergie, qui coûte en temps, qui coûte en sacrifice. Pour savoir quelles sont vos valeurs, vous avez besoin de plusieurs décennies. Vous croyez que c'est n'importe qui peut avoir des valeurs? Déjà, pour avoir des valeurs, il faut avoir une compréhension holistique du monde. Les gens n'ont même pas la compréhension de ce qui se passe dans le quartier d'à côté. D'accord. Les enfants ne vous donneront pas une deuxième vie. Les enfants vont vous oublier, allez, si vous avez de la chance, quelques mois après votre mort. Quand vous serez mort, ce que vous considériez au début comme étant vos enfants ne seront plus vos enfants. Puisque étant mort, vous ne serez plus vous-même, en tant que subjectivité, en tant que carcasse. Vous serez tout ce que vous voulez, dans le néant, devant Dieu, le jugement dernier, au paradis, en enfer, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on peut certifier, c'est que vous serez plus ce que vous êtes. Donc, quand vous serez mort, vos enfants, ce sera l'équivalent des enfants du voisin. Ce ne sera pas vos enfants. Même aujourd'hui, c'est pas vos enfants. Les enfants, c'est des êtres autonomes, c'est des individus indépendants et qui font leur vie, etc. Et même cette idée de perpétuation du matériel génétique, au bout de X générations, votre part dans le matériel génétique de la population qui sera en vie à ce moment-là sera aussi proche que l'on veut de zéro. À quel moment, en fait, ça sert à quelque chose d'avoir des enfants, si ce n'est pour ce shot de dopamine que vous ressentez de manière très éphémère lorsque vous voyez l'individu naître ou lorsque vous faites mumuse avec lui dans le bac à sable. D'accord? Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération. C'est le même raisonnement que j'ai fait pour les parents. Il ne s'agit pas ici de cracher sur les enfants, de s'abstenir d'en faire, etc. Mais encore une fois, lorsque vous êtes dans un environnement hostile, qui est l'environnement typiquement dans lequel on vit aujourd'hui. Alors c'est pas parce que les gens se baladent pas avec des épées dans la rue ou bien des FAMAS que l'environnement n'est pas hostile. À chaque coin de rue, à chaque fois que vous réveillez le matin, à chaque fois que vous regardez à droite ou à gauche, vous pouvez trouver un piège qui est là et qui attend que vous tombiez dedans pour faire de vous un esclave. La banque, le marketing, les femmes, peut-être pas les femmes en elles-mêmes, mais si vous voulez l'architecture de l'interaction avec les femmes telle qu'elle est aujourd'hui, notamment l'architecture juridique, mais j'ai pas envie de parler de femmes. Bref, peu importe. J'ai rien contre les femmes, je suis juste en train de vous parler de cette idée finalement, enfin bref. L'État, le fisc. À chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, il y a un piège dans lequel on essaie de vous faire tomber pour vous engager, c'est-à-dire pour vous obliger à vous soumettre et à travailler pour autrui comme un esclave, etc. Donc on est dans un monde hostile, d'accord? Et quand on est dans un monde hostile, qu'on veut préserver son être, son individualité, sa liberté, sa santé mentale, sa santé physique, encore une fois, il y a un ultimatum. Et le monde aujourd'hui vous pose un ultimatum. Si tu veux, le deal, il est simple. Tu veux des enfants? Pas de problème. Tu vas avoir des enfants. Par contre, tu vas être un esclave. Tu veux être libre? Ok, tu vas être libre. Par contre, il faut faire une croix sur les enfants. Ça, c'est le dilemme devant lequel l'écrasante majorité des gens se retrouvent. La plupart des gens, comme ce sont des êtres simples d'esprit, pour le dire poliment, ils choisissent de suivre le programme biologique consistant à avoir des enfants.
Donc on est à une époque, chers amis, pour ne pas trop tarder, on est à une époque où le système socio-économique tape directement dans les fondamentaux biologiques et zoologiques pour vous asservir. L'objectif est toujours le même. L'objectif est toujours le même. Alors pour la plupart, ça ne les dérange pas de faire du 8-18, de payer sa petite bagnole à crédit, son petit appart à crédit, etc. Et de courber les chines. C'est une manière de voir les choses. Personnellement, je ne les respecte pas. J'ai le droit de respecter qui je veux. Mais pour ceux qui ont quand même une conscience, pour ceux qui veulent suivre un processus d'individuation, pour reprendre les termes de Carl Jung, pour ceux qui ont quand même une dimension spirituelle, qui sont conscients qu'un jour justement ils vont crever et que c'est pas possible que la totalité de la création, la totalité du divin, du métaphysique, de tout ça se soit réduit à procréer, à suivre un cycle, etc. Pour ceux qui se posent des questions, il faut prendre des décisions. Et si on devait conclure, vous ne devez rien à vos parents et méfiez-vous de vos enfants. Pas des enfants, pas les enfants eux-mêmes directement, mais de tout ce qu'il y a autour, justement, et qui est là, qui attend que vous vous dites « Oh, j'avais envie d'avoir des enfants !» Ah, et il vous la met au fond. Voilà, c'est tout. Comme disait, je sais plus qui, là, Platon, ou je sais plus, Socrate, etc., que vous vous mariez ou que vous ne vous mariez pas, dans tous les cas, il faudra vous repentir de ce que vous avez décidé d'abandonner. Conclusion, que vous choisissiez la liberté ou que vous choisissiez le fait d'avoir une famille, dans tous les cas, vous allez souffrir d'un manque. Parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine, l'être humain n'est jamais satisfait. Mais la noblesse ne se trouve que dans un seul côté. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps quand même d'écouter ce petit vidéogramme, qui n'est pas si petit que ça, parce que ça fait quand même 26 minutes que je suis en train de baratiner. Parce que je sais que la plupart d'entre vous considéreront que ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi. J'ai l'habitude. Mais je sais aussi que parmi vous, il y en a quand même certains qui vont comprendre. Je vous souhaite de bien vous porter, et puis je vous dis à la prochaine vidéo.